Le bâtard d'Orléans. Qui était-il vraiment? Derrière ce titre que l'histoire lui a collé à la peau, se cache bien plus qu'un simple capitaine. C'est lui, et non un héritier de sang légitime, qui deviendra l'ultime rempart de la France. Trop souvent réduit au simple rang de compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, Dunois fut avant tout un stratège brillant et un combattant hors pair. Il est le véritable architecte de la Reconquête, et un des capitaines les plus respectés de son siècle, non seulement par ses adversaires, mais aussi au sein de l'armée du roi de France. Mais alors, comment un homme né dans l'ombre a-t-il pu s'imposer comme l'un des plus grands héros de la fin de la guerre de 100 ans? Quel lien secret l'unissait réellement à Charles VII? Vous serez probablement surpris par les points communs entre ces deux personnages, pourtant radicalement différents. Dans cette première partie, nous allons évoquer son enfance et le contexte de la guerre de 100 ans. Ce qui va nous permettre de mieux comprendre le cheminement de ce capitaine, ça me semblait important, car on ne peut comprendre comment Jean va devenir le restaurateur de la patrie sans comprendre son enfance. On va aborder assez longuement le rôle de Louis Ier d'Orléans, et vous verrez que c'est un personnage avec beaucoup plus de nuances que ce que l'on nous apprend habituellement. S'agissant d'une longue vidéo, n'oubliez pas qu'elle est entièrement chapitrée. Vous pouvez donc naviguer directement vers les sections qui vous intéressent le plus ou revenir plus tard pour les autres chapitres. Et comme d'habitude, on va voyager à travers la France, même si ici dans cette première partie, ça sera beaucoup moins que dans les deux autres parties qui évoqueront l'ascension de Dunois et dans la dernière partie, la reconquête finale dans le 3e épisode. Lors de la naissance de Jean de Dunois, la situation française est complexe. Après la mort de Charles V, Charles VI lui succède. Au départ, c'est un roi prometteur, efficace, qui reprend bien les affaires de son père, même s'il fut d'abord placé sous la tutelle du duc de Bourgogne lors de sa minorité. Mais dès 1392, des accès de folie de Charles VI plombent la situation très rapidement, laissant les conflits familiaux prendre le dessus sur les intérêts nationaux. Charles VI est déclaré absent et se trouve totalement incapable, malgré lui, de gouverner le royaume de manière continue. Néanmoins, la maladie du souverain est entrecoupée de courtes périodes où il retrouve la raison et tente d'exercer son autorité. Très bien. Fais venir mon frère le duc. C'est d'ailleurs lors de l'un de ces moments de lucidité que Charles VI s'oppose fermement, pour des raisons politiques, à l'union de son frère cadet, Louis d'Orléans, avec Mariette d'Anguin, mais nous y reviendrons. Je te demande de mettre un terme à ta relation avec Mariette d'Anguin. Un vide politique qui mène au chaos, et l'incapacité prolongée de Charles VI crée un vide de pouvoir immense au sommet de l'État. Le gouvernement du royaume est alors confié à un conseil de régence, où les princes de sang et la reine se déchirent pour capter la faveur royale et contrôler les finances. La reine Isabeau de Bavière entretient une relation désastreuse avec le roi malade. Loin de soutenir Charles VI dans la maladie, Isabeau est décrite comme possédant une remarquable sécheresse de cœur et un sens très aigu de ses propres intérêts. Pendant ces crises de démence, le roi la prend en grippe et ne supporte plus sa présence, allant jusqu'à hurler « Que me veut cette femme? Quelle est-elle? Sa vue m'obsède. » Incapable de l'entourer, elle devient la bête noire du souverain lors de ses douleurs. Le duc de Bourgogne manœuvre très habilement pour manipuler l'opinion parisienne contre la reine, à coup de rumeurs, ce qui va tendre encore plus la situation. Mais pour être objectif, la situation d'Isabeau est loin d'être enviable. Entre un mari fou, des conflits familiaux et un duc de Bourgogne particulièrement retors et une situation économique très difficile, elle ne peut guère changer quoi que ce soit. D'autant qu'elle n'a pas beaucoup de qualité politique. En clair, elle ne va faire que subir la situation, et les seules fois où elle interviendra, ce sera au détriment de la situation politique du royaume et de ses enfants. Mais c'est surtout une lutte entre les Orléanais et les Bourguignons. Ce contexte engendre une rivalité implacable entre les deux personnalités les plus puissantes du royaume. Le frère du roi, Louis d'Orléans, qui est le père de Dunois, et son oncle Philippe le Hardi, duc de Bourgogne. Pour faire court, ils ont un avis diamétralement différent. Notre ennemi, c'est l'Angleterre. Louis Ier d'Orléans estime que l'ennemi, c'est l'Angleterre, tandis que Philippe le Hardi souhaite conserver les liens économiques forts avec l'Angleterre,
notamment dans les terres, dans les Flandres. J'ai besoin de faire du commerce avec eux pour mes terres dans les Flandres. Ils défendent, en résumé, chacun leurs intérêts. Évidemment, les Anglais, voyant la situation française, ne peuvent que se réjouir et jouent à bien. Laissez Louis et Philippe le Hardy se taper dessus. Nous viendrons ramasser les morceaux. Voilà, en résumé, le contexte national de la naissance. Donnez ça à ma tendre Mariette. Nous allons passer maintenant à Louis d'Orléans. On ne va pas faire dans cette vidéo un point complet sur la vie de Louis d'Orléans. Ça serait beaucoup trop long. Néanmoins, il est assez important de revenir sur quelques points essentiels qui permettront de mieux comprendre la suite, le caractère de Jean de Dunois, mais aussi le futur roi de France. Car bien que Louis d'Orléans souffre d'une image particulièrement sombre dans les médias contemporains, l'étude du personnage historique invite à beaucoup plus de nuances. On réalise rapidement que l'essentiel des rumeurs et des critiques qui lui collent à la peau proviennent directement de la propagande de ses adversaires de l'époque. Louis d'Orléans est décrit dans les sources comme un gentilhomme accompli au physique particulièrement avantageux. Christine de Pisan, qui le fréquentait, le dépeignait comme beau de corps, gracieux en ses ébats. Il était de taille moyenne, doté d'une allure élégante et élancée, que venaient sans cesse souligner des costumes toujours très somptueux. Son visage, caractérisé par un haut front et un nez assez long, présentait des traits fins et réguliers qui lui conféraient une très douce et bonne physionomie. Un prince séduisant et charismatique, plein d'ardeur et d'entrain, Louis excellait dans les exercices physiques de l'équitation qu'il pratiquait à merveille jusqu'à la danse dont il raffolait. Son sourire naturel et son affabilité proverbiale en faisaient un véritable prince charmant que les femmes adorent. Son goût immodéré pour la jante féminine était d'ailleurs de notoriété publique. Thomas Bazin, chroniqueur, alla jusqu'à écrire de lui qu'il hennissait comme un cheval étalon. Loin de son cachet, le duc s'en flattait ouvertement, écrivant un jour au roi d'Angleterre qu'il tentait des plus grandes aux plus humbles femmes et qu'aucune ne s'était jamais plainte de lui. De la plus puissante à la plus modeste femme au monde, si j'ai aimé et que l'on m'a aimé, c'est l'œuvre de l'amour, je l'en remercie et je m'en estime bien heureux. Par ces mots, le père de Dunois assumait pleinement sa vie sentimentale et affirmait qu'absolument qu'aucune femme, de la plus haute condition à la plus modeste, n'avait jamais eu à se plaindre de son comportement. Au clair, c'est un séducteur chevaleresque, digne d'Ovide ou de Casanova, qui n'hésitait pas en effet à profiter de sa situation avantageuse pour séduire, comme d'ailleurs n'importe quel homme de pouvoir de cette époque. C'est d'ailleurs assez amusant de voir que ses détracteurs faisaient pareil, les ducs de Bourgogne, rois d'Angleterre, mais ils étaient plus discrets et peut-être jaloux. Outre son union légitime avec Valentine Visconti, et aussi sa célèbre passion avec Marianne d'Anguin, la mère de Dunois, de multiples rumeurs, largement exploitées et colportées par ses ennemis bourguignons, lui prêtaient une relation scandaleuse avec la propre femme de son frère. Je sais de sources sûres, du cousin, de la cousine, du voisin du valet de la reine, qu'ils font des choses avec Louis. Mais pour la majorité des historiens, ça ne se fonde sur rien. Cher frère. Louis Ier d'Orléans aimait probablement son frère, et surtout c'est l'un de ses plus ardents défenseurs. Et d'ailleurs, même s'il aimait les belles femmes, rien ne dit qu'Isabeau de Bavière était dans ses goûts de prince charmeur. Derrière cette image de grand séducteur se cachait également un prince très cultivé et avait une réputation d'avoir une merveilleuse facilité d'élocution. Ses dons d'orateur étaient si reconnus qu'il surpassait régulièrement les beaux parleurs de son temps, y compris les intellectuels les plus érudits de l'Université de Paris lors des débats. La justice est la volonté constante et perpétuelle de rendre à chacun ce qui lui appartient. Les préceptes du droit sont les suivants. Ce qu'on connaît moins aussi, c'est qu'il était un véritable mécène. Il soutenait ardemment le mouvement artistique et littéraire de son époque avec l'appui de son épouse, attirant à sa cour des écrivains et poètes de renom tels que Christine de Pisan et Eustache Deschamps. On vantait de manière générale sa générosité et sa bienveillance envers les gens de tous états, qu'il s'agisse d'étudiants, d'écrivains ou de simples serviteurs, caractère que l'on va retrouver chez Dunois. Merci pour vos bons et loyaux services. Va prendre du bon temps. Mais malgré son caractère loyal et chevaleresque, Louis d'Orléans cumulait aussi les défauts de son temps et de son rang. C'est magnifique! Ah, je prends tout!
Merci infiniment, Il était messire. emporté par des emballements soudains, sa passion du jeu, et dépensait sans compter. La rumeur parisienne, manipulée adroitement par les Bourguignons, je le rappelle, murmurait que ce jeune prince aimait trop les dés et les prostituées, tout en menant un train de vie dispendieux, fait de fêtes grandioses dans ses différents hôtels parisiens. Mais surtout, Louis d'Orléans était dévoré par une ambition politique débordante construire à la et Ferté expansionniste Une forteresse imprenable, digne du royaume de au France. domaine royal avec une redoutable efficacité qui va lui attirer de nombreux ennemis et beaucoup de jalousie. Car voulant asseoir sa puissance face au duc de Bourgogne, il chercha à se constituer une immense et menaçante principauté en achetant frénétiquement des territoires stratégiques comme les comtés de Porcien, de Soissons ou encore l'importance lieutenance du duché de Luxembourg pour plus de 110 000 ducats. L'objectif est de couper la Bourgogne de ses terres du nord dans les Flandres. Ah, tu ne perds rien pour attendre. Tu es un félon. Tu pactises Son avec l'ennemi. objectif est donc de couper l'herbe sous le pied du duc de Bourgogne, qu'il affronte régulièrement lors des conseils royaux. Mais pour financer ses opérations diplomatiques et son style de vie luxueux, il puisa sans retenue dans les finances royales et accabla le peuple de lourdes taxes. Il nous faut plus d'argent. Il faut lever de nouvelles taxes. Et le duc de Bourgogne va en profiter habilement pour se faire passer pour le défenseur de la population de masse, en refusant même de payer les taxes, voire en payant les taxes avec ses deniers personnels. Et si Philippe le Hardi était un duc de Bourgogne adroit politiquement, mais qui avait de la retenue face à son rival, nous verrons que Jean sans peur, fils de Philippe le Hardi, et également le cousin de Louis d'Orléans, a beaucoup moins de principes et de scrupules. Et cette situation va donc dégénérer, et nous aurons en toile de fond de cette rivalité deux futurs personnages, Jean de Dunois et Charles, comte de Ponthieu. Mariette d'Anguin est issue d'une illustre lignée noble du Brabant et du Hainaut, fille de Jacques d'Anguin et petite-fille de Wautier II d'Anguin. Surnommée la Touze Mignotte, en raison de son élégance et de ses cheveux courts, ou encore Marais qui le mieux dansait, elle était l'épouse d'Aubert le Flaming, seigneur de Cany et chambellan de Charles VI. Louis d'Orléans, prince séduisant et connu pour avoir de nombreuses conquêtes féminines, s'éprit d'elle. C'est peut-être d'ailleurs son seul grand et vrai amour. Leur liaison relevait de ce que les chroniqueurs de l'époque nommaient l'amour de grâce, c'est-à-dire l'amour libre par l'opposition à l'amour de dette, l'amour dans le mariage. Cette relation extra-conjugale était relativement tolérée pour l'opinion publique, sous couvert de discrétion. À l'automne 1401, Mariette d'Anguin se retrouva enceinte. L'accouchement s'effectua dans la plus grande discrétion, possiblement au château de Beauté-sur-Marne et non à l'hôtel Saint-Paul. Résidence officielle du roi et de Louis d'Orléans, donnant naissance au jeune Jean, le futur bâtard d'Orléans. Concernant la réaction du roi face à cette liaison, les sources présentent deux versions distinctes, dont l'une est un récit ancien et particulièrement romancé. Selon ce récit traditionnel rapporté par certains historiens anciens, Louis d'Orléans aurait été épris de Mariette, qu'il aurait voulu l'épouser légitimement, ce à quoi Charles VI se serait fermement opposé pour des raisons politiques. Je te demande de mettre un terme à ta relation avec Il Mariette s'en serait d'Anguin. même remis au pape Urbain VI, qui aurait sanctionné l'union, mais le conseil de régence, dominé par le parti bourguignon et arguant des troupes du Granchisme, aurait refusé de valider la décision pontificale. Mais le jeune prince aurait néanmoins gardé Mariette comme femme jusqu'à que Charles VI, retrouvant la raison lors d'un intervalle de lucidité, soit pris d'une violente colère en l'apprenant. Je t'ai demandé de ne plus voir cette femme. Trop de rumeurs infâmes à Agissant avec notre toute son sujet. autorité de souverain et de chef de famille, le roi aurait alors exigé que Louis renonce entièrement à cette femme pour contracter un mariage digne de son sang royal, le forçant ainsi à épouser à regret Valentine de Milan. Tu vas épouser Valentine de Visconti. Une belle italienne digne de notre rang. Cependant, les travaux historiques plus précis démentent formellement ce récit et montrent certaines incohérences en s'appuyant sur la chronologie. En réalité, l'union légitime entre Louis d'Orléans, alors duc de Touraine, et Valentine de Milan a eu lieu en 1389.
soit bien avant la naissance du bâtard d'Orléans, né en 1402-1403. De son côté, Mariette d'Anguin avait également épousé Aubert le Flamin en 1389. Il ne s'agissait donc probablement pas d'une tentative de premier mariage entravée par le roi, mais bien d'une adultère avérée de la part des deux amants. Charles VI avait une maîtresse connue à l'époque également, Odette de Chandivert, une bourguignonne peut-être mise en place par Philippe le Hardi pour contrer l'influence grandissante de Valentine Visconti, épouse de Louis d'Orléans. Odette, je vais vous introduire chez le roi. Je compte sur vous pour me donner toutes les informations. C'est donc dans ce contexte qu'est né Jean de Dunois. Sa date de naissance exacte est encore débattue aujourd'hui. Certains érudits, comme Vernio Romanezzi, avançaient la date de 1398 en s'appuyant sur le fait qu'il était déjà écuyer banneret en 1421. Mais lors du procès de réhabilitation de Jeanne en 1456, Dunois déclare avoir environ 51 ans. Bien que les âges exacts fussent rarement connus à l'époque, en l'absence d'acte de naissance et au mieux un acte de baptême, cette indication a permis à l'historien Léon Le Sestre de fixer sa date aux alentours de février 1403. Mais l'historien Michel Caffin de Mérouville avance lui carrément une date précise du 18 avril 1402. La naissance se serait déroulée dans la plus grande discrétion, très probablement au château de Beauté-sur-Marne, dans l'actuelle ville de Nogent-sur-Marne, et son baptême a probablement été fait dans cette église que nous voyons actuellement. Dès sa naissance, l'enfant est qualifié de bâtard d'Orléans. Il est important de souligner qu'au XVe siècle, ce terme ne possédait pas la connotation péjorative ou avilissante que nous connaissons aujourd'hui. A contrario, pour un enfant issu du sang royal ou d'une grande maison princière, la bâtardise était assumée et constituait un statut reconnu, lui permettant d'évoluer dans les plus hautes sphères du pouvoir. Florent de Villiers, célèbre médecin et astrologue au service du duc, aurait déconseillé à Louis Ier d'Orléans de lui faire bâtir une demeure, lui affirmant qu'il ne servait à rien de construire une maison à ce fils, car il serait toute sa vie errant pour le secours d'autrui, ce qui se révéla étrangement vrai. Rapidement, le jeune Jean est séparé de sa mère. Cette dernière serait partie vers Épernay, qui appartenait au duc d'Orléans. D'ailleurs, on a toujours la forêt d'Anguin et les étangs d'Orléans du côté d'Épernay. Louis n'abandonne cependant pas Mariette. Il lui fait don de la terre de Fayolle. Néanmoins, elle disparaîtra quasiment des sources de l'époque. Donnez ça à ma tendre Mariette. Dunois est donc confié aux soins de Jeanne de Ménil, qui n'est autre que la gouvernante du jeune Charles de Ponthieu, le futur Charles VII. Ils seront même nourris ensemble, vivant probablement les premières années de leur enfance à Beauté-sur-Marne, loin des tumultes et des conflits familiaux. À ce moment-là, rappelons-le, Charles n'est que le 5e garçon et le 11e enfant de la fratrie. Jugé fragile, sans grand avenir et délaissé par sa mère, il n'a aucune prétention au trône. D'autant qu'on lui donne le titre de comte de Ponthieu d'un territoire fortement contesté sur le terrain par les Anglo-Bourguignons. Quant à Jean, il est exclu de facto de la succession du duché d'Orléans. Il peut au mieux espérer un titre secondaire ou des terres mineures, devenant ainsi un simple capitaine au service de ses frères. Et donc rien ne laissait présager le destin glorieux de ses deux cousins, qui, par un curieux hasard, partagèrent la même gouvernante. Relégués au second plan par les usages de leur époque, ils allaient pourtant bousculer l'histoire en devenant les vainqueurs de la guerre de 100 ans. Tu ne seras jamais roi. Et toi, tu seras jamais duc. Pendant ce temps, Louis d'Orléans achète le château de Coucy, situé entre la Bourgogne et la Flandre. En août 1402, il achète par surprise le duché de Luxembourg, réalisant un coup de maître au nez et à la barbe du duc de Bourgogne, qui ne peut que constater Qu'est-ce que les tu faits. racontes? Tu as acheté les terres du Luxembourg?
Le roi, pour aider son frère à continuer ses conquêtes financières, l'aide en lui donnant de plus en plus de terres, Pierrefonds, Luzarches, Porchefontaine, Château-Thierry et d'autres, ce qui va fortement courroucer de nombreux personnages Louis d'Orléans vous être taxe lisés au trop. profit du prince. De plus, comme je le disais, pour financer tout cela, il faut taxer davantage. Le duc de Bourgogne va en profiter pour doit faire manipuler quelque chose. principalement l'opinion parisienne. Et déjà en 1404, le gouverneur de Lucques estime par écrit que le duc de Bourgogne et Louis d'Orléans vont finir par en venir aux mains. Mais en réalité, ni Philippe le Hardi, ni Louis d'Orléans ne veulent un affrontement frontal. Mais en avril 1404, frappé d'une grippe et d'une forte fièvre, Philippe le Hardi meurt. Hippocrate l'interdit dans ce cas. Mais ce remède de l'apothicaire est son seul Et espoir. son belliqueux de fils, Jean sans peur, lui succède. Louis Ier d'Orléans continue à faire construire sur ses terres d'imposantes fortifications, Pierrefonds, La Ferté-Milon, etc. Toujours avec comme objectif de renforcer ses positions entre les Flandres et la Bourgogne. Pendant ce temps-là, Jean sans peur, très bien implanté sur Paris, s'applique à saper la réputation de Louis d'Orléans, et il le fait de façon pragmatique et rusée. Ce sont ces hommes qui vont notamment répandre la rumeur sur une relation entre Louis et Isabeau de Bavière, avec un double objectif. Démontrer une duplicité de Louis d'Orléans, énerver le roi devenu fou, et répandre des rumeurs très mal acceptées par le peuple afin de s'assurer de son Vous soutien. avez entendu ça, là? Non, quoi? Louis d'Orléans fait des choses avec la reine. Comment tu le sais? C'est le fils du valet du cousin de la cousine du voisin qui l'a dit. Et ça fonctionne encore aujourd'hui, car on a des pseudo-journalistes et des pseudo-historiens mon précieux qui reprennent Tamar. bêtement ces rumeurs comme argent comptant afin d'alimenter leur histoire à dormir debout et faire du buzz. Isabeau de Bavière, appelée l'étrangère par le peuple, n'est pas très douée politiquement. L'étrangère est une mauvaise personne. Elle fait des choses avec Louis. Je le sais de source sûre. Elle continue ses bails, ses faces, ses dépenses comme si de rien n'était. Et on peut voir aussi certains points de convergence avec la situation de Marie-Antoinette quelques siècles plus tard. Et curieusement, elles ont des origines familiales très proches avec du sang bavarois de la maison de Wittelsbach. En tout cas, la situation se tend dangereusement à Paris pour les partisans du roi. Jean sans peur continue l'œuvre de son père avec encore plus d'efficacité. Vive le duc de Bourgogne! Il est notre protecteur! Aidé, il est vrai, par des taxes nombreuses et des comportements peu adéquats avec la situation. Un moine Augustin tentera en vain même de prévenir la reine des diverses rumeurs à son égard. J'ai des choses à vous dire. Voyant Jean sans peur venir sur Paris avec plus de 5000 hommes, Louis d'Orléans fait envoyer ses enfants à Melun. Le dauphin doit aussi s'y rendre, mais Jean sans peur réussit pour ainsi dire à le capturer ou en tout cas à l'empêcher de quitter Paris. Louis Ier d'Orléans tente de rassembler ses partisans à Melun et Brie-contre-Aubert, mais les absents ont toujours tort. Et Louis Ier d'Orléans devient le bouc émissaire de tous les problèmes des Parisiens. La colère monte. Louis Ier d'Orléans ne souhaite pas laisser son bâtard à Paris et décide alors de confier Jean de Dunois à Valentine Visconti. Valet, va chercher mon fils Jean, nous partons. Je vais lui présenter à mon épouse. Alors qu'elle aurait pu être aigrie, voire jalouse, et avoir un ressentiment de haine envers cet enfant, eh bien c'est tout le contraire qui se produit. Guidée par une douceur de vivre toute italienne et profondément attachée aux valeurs familiales, Valentine manifeste aussi un attachement indéfectible envers Louis d'Orléans, ce qui tend à prouver que ce dernier n'était pas le personnage exécrable parfois décrit. Cet amour, conjugué à l'enthousiasme de l'enfant, alors âgé de seulement 5 ans environ, la décide à le prendre sous sa protection. Au-delà d'une simple acceptation, elle lui porte une affection véritablement maternelle. Face à ses qualités précoces, elle répétera d'ailleurs souvent qu'on lui a volé, On me l'a volé. signifiant par là qu'elle aurait profondément désiré qu'il fût son propre fils. Ça devait être un enfant probablement calme, réfléchi et volontaire, caractère qu'il semble garder toute sa vie. Noble chevalier, beau, doux et calme. En décidant de placer Jean auprès de Valentine avec ses autres frères,
Louis d'Orléans prit une initiative qui s'avéra déterminante pour l'avenir de la famille, mais aussi de la France, mais ils ne le savent pas encore. Car ce choix favorisa l'émergence d'une fratrie habitée par un puissant esprit de solidarité qui va les sauver. Le 16 octobre 1407, Jean sans peur et le duc d'Orléans signent une réconciliation et pour parfaire cet acte, ils dormiront ensemble comme le veut la coutume, démontrant une confiance réciproque et se promettant bon amour et fraternité. Mais en réalité, Jean sans peur rumine son coup de traître depuis longtemps. Louis viendra voir ses enfants à Châteauneuf-sur-Loire et constatera que Jean est un enfant heureux et aussi bien traité que ses demi-frères. Le 22 novembre 1407, Louis d'Orléans est revenu sur Paris pour le Conseil royal et tout se passe bien avec le duc de Bourgogne. La méfiance de Louis Sétiole et Jean sans peur a parfaitement joué son rôle d'hypocrite afin de réduire la méfiance du duc. Hola, marchand! Ce vin est-il bon? Le 23 novembre 1407, donc le lendemain, Louis est à l'hôtel Barbette, demeure privée de la reine qui vient d'accoucher d'un enfant mort-né, Philippe, et reçoit à ce moment-là la visite du valet de Charles VI qui l'invite à voir le roi le plus urgemment possible. Monseigneur le roi vous demande prestement. Ouais. Ni une ni deux, il sort et prend la direction de l'hôtel Saint-Paul sans escorte particulière, l'hôtel Saint-Paul étant à proximité et les relations se sont détendues avec le duc de Bourgogne. Lorsqu'il arrive à proximité de l'hôtel du maréchal des Rieux, rue du Vieil Temple, il est encerclé par une quinzaine d'hommes en armes. Les valets du duc sont mis en fuite, l'un est tué, et Louis s'annonce comme le duc d'Orléans, et on Que lui me répond voulez-vous ? que c'est justement lui qu'on veut. Je suis le duc d'Orléans. C'est justement lui que nous cherchons. Rapidement, il est jeté au sol de son cheval, on lui donne des coups de bâton, d'épée, la tête est fracassée au sol, on lui coupe le bras. Le duc agonise dans une flaque de sang. Ainsi fut la fin du duc d'Orléans et commence la guerre civile qui va durer presque 30 ans. Requiem aeternam dona aesto. C'est à Château-Thierry que Valentine Visconti apprend la mort du duc. Les premiers soupçons vont dans la direction du mari officiel de Mariette d'Anguin, mais il semble que Valentine n'y croit pas et les regards se tournent assez rapidement vers le duc de Bourgogne. Ce dernier, tel Machiavel, demande une enquête et pleure la mort du duc Il faut enquêter pour trouver les coupables. en disant à celui qui voulait bien l'entendre C'est un si mauvais et si triste meurtre. un cynisme que nos politiques actuelles ne renieraient absolument pas. Guillaume de Tignonville, le prévôt de Paris, est chargé de l'enquête menée tambour battant et il arrive rapidement à la conclusion du coupable, le duc de Bourgogne. En effet, le meurtrier est Raoul d'Anquetonville, de la suite même de Jean sans peur. Il ne pouvait évidemment pas le faire sans l'aval du duc. Jean sans peur finira par avouer à Louis de Sicile et Jean de Berry qu'il l'avait fait par... Je l'ai fait par l'entremise du diable. À la suite de l'assassinat du duc, la duchesse Valentine de Milan Votre chère rassemble vieille ses espèce. 3 fils légitimes, Charles, Philippe et Jean, ainsi que le jeune Dunois, dans son oratoire à Château-Thierry. En larmes, la veuve leur annonce la fin tragique de leur père et leur demande « Mes enfants, lequel de vous se montrera le plus ardent à venger ce crime ?» C'est à ce moment-là que le jeune enfant, tandis que ses demi-frères pourtant plus âgés se contentent de répondre par des pleurs à l'interpellation de leur mère, s'écrie avec énergie. Moi, Frappée par la détermination de cette réponse, Valentine de Milan prend immédiatement le jeune bâtard dans ses bras et le comble de caresses. Rassurée par la mine fière et le caractère entreprenant de l'enfant, la veuve éplorée dira souvent en le considérant Lui seul est taillé pour punir les assassins de son père. et nous verrons qu'elle n'a pas totalement tort. Jean sera l'un des plus motivés contre les Bourguignons et les Anglais. Les enfants du duc sont envoyés à Blois. Là-bas, le jeune Jean va s'amuser à son jeu favori, grimper sur les créneaux. À 6 ans environ,
Il n'aime pas forcément la lecture et l'étude. C'est en somme un garçon pleinement enthousiaste de son âge. Valentine a également organisé une assemblée solennelle en septembre 1408 pour restaurer la mémoire de Louis d'Orléans et dénoncer publiquement l'acte du duc de Bourgogne. Cependant, face à l'enlisement de la situation politique et à l'incapacité du pouvoir royal, ces démarches sont restées en partie vaines. Consumée par la tristesse, les sources soulignent qu'elle passe ces derniers mois de son existence dans des lamentations et des larmes continuelles, à tel point que ses contemporains estiment que l'immense amertume de son cœur l'a plongée dans une véritable langueur incurable. Elle s'était donc retirée dans son château de Blois, où elle meurt de chagrin quelques mois plus tard, en décembre 1408. Avant de mourir, elle demandera à Charles d'Orléans de lui promettre de toujours s'occuper de ses frères, et notamment de Jean, ce qu'il fera, comme nous le verrons. Charles, je vais bientôt partir. Je compte sur toi pour t'occuper de tes frères, et sans jamais oublier le petit Jean. Le chroniqueur, Jean Juvénal des Ursins, rapporte qu'elle exprime piteusement ses regrets pour ses enfants, et tout particulièrement pour le jeune bâtard, Jean. Ainsi se termine l'enfance joyeuse du bâtard. En un an, il perd son père et sa mère de cœur. Après la mort de Valentine Visconti en décembre 1408, le jeune bâtard d'Orléans, alors âgé d'environ 5 ou 6 ans, connaît une enfance itinérante et marquée par des tragédies successives qui frappent sa famille. Mais nous verrons cela dans la deuxième partie qui évoquera l'ascension de Dunois. On évoquera aussi la guerre civile qui fait rage à Paris depuis la mort de Louis d'Orléans et le rôle machiavélique de Jean sans peur et l'avènement du dauphin Charles. Je vous dis à bientôt. Allez, viens, rattrape-moi si tu peux. La volonté constante et perpétuelle de rendre à chacun ce qui lui appartient. Les préceptes du droit sont les suivants. Notre très cher et aimé cousin Dunois, qui nous donnait de grands et constants services, est le restaurateur de la patrie.